France Maghreb 2. Bienvenue à tous, bonjour, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h avec vous, chers amis auditeurs. Et une actualité triste, terrible aujourd'hui. Ça se passe du côté de Gaza. Avec ce bilan très lourd de 44 morts, plus de 2000 blessés. Nous serons en direct dans quelques minutes avec Ziad Medouk, le directeur du département d'Al-Aqsa, de l'université Al-Aqsa à Gaza. Il sera avec nous. Un véritable massacre en cours du côté de Gaza. Vous savez que c'est aujourd'hui, en ce 14 mai, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est demain la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. On ne pouvait évidemment pas commencer cette émission qu'avec cette chanson. LGF, le grand forum en ce lundi 14 mai. Merci d'être avec nous. M'a rejoint avec moi Tarek Mami, que je salue. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Tarek. Je peux pas lui dire. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, journée dramatique. Oui. La Nakba, dit-on en arabe. La Nakba peut être traduite, cher Christophe, de plusieurs manières. Ça peut être la catastrophe, ça peut être la débâcle, ça peut être la catastrophe. Donc, si vous voulez, la Nakba, c'est quelque chose de tellement fort que dans la culture musulmane, on trouve le moyen de se remettre entre les mains de Dieu, et on est à la veille du Ramadan à 24 ou 48 heures près, et c'est ça ce que ça veut dire la Nakba. Et aujourd'hui, nous sommes dans à la fois la force brute et l'hypocrisie historique, puisque le président Trump, qui n'a pas eu le courage d'aller sur place, faut quand même le signaler, puisque depuis quelques jours ou quelques semaines, ça s'annonçait pour qu'il vienne lui inaugurer. Et donc, cette force, c'est d'avoir choisi le jour même, de la débâcle, de la défaite, de l'humiliation des Palestiniens, pour en rajouter une autre, avec un sentiment des Palestiniens aujourd'hui, qui disent deux choses, cher Christophe. La première, c'est que on n'a pas pris conscience de l'engagement de Balfour. On a la boîte de Balfour, la promesse de Balfour, mais cette fois, on est tout à fait conscient, parce que les fondateurs d'Israël avaient pour habitude de dire, en 48 et puis en 67, vous inquiétez pas, les vieux vont mourir et les jeunes vont oublier. Et le slogan aujourd'hui chez les Palestiniens, c'est que les vieux sont encore vivants, en tout cas dans les mémoires, et les jeunes n'oublient pas et n'oublieront pas. Donc voilà le contraste que vous avez. Et pour moi, je le dis tel que je le pense, sincèrement, tous ceux qui aujourd'hui ne prennent pas position pour les Palestiniens n'ont rien d'hommes justes. Les hommes justes sont les hommes qui prennent position pour le groupe ou la personne qui est en position de faiblesse par rapport à la position de la personne qui est en position de force. Et qu'on vienne pas me dire qu'il s'agit de religion ou de race. Pour moi, aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont armés, qui tirent sur des civils qui ne sont pas armés. Et ceci explique toute la situation, au-delà des histoires des uns et des autres, et au-delà des faits qui a raison et qui a tort. C'est lui qui tire sur des civils, hommes et enfants. Pour le moment, d'après mes dépêches, il n'y a pas encore de femmes assassinées aujourd'hui. Mais des jeunes hommes en général, j'allais dire plutôt entre 18 et 30 ans, ceux-là ne peuvent pas être considérés ni comme justes, ni comme faisant partie de l'humanité, puisque aussi bien dans les deux religions, la juive et la musulmane, il est dit que celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, et celui qui a tué, et celui qui sauve un homme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et je rappelle, pour les musulmans qui se targuent tout le temps de dire le Coran dit, en fait le Coran ne dit pas, le Coran dit une seule chose, le Coran dit que Dieu avait dit au peuple juif que celui qui tue un homme a tué le monde entier, et celui qui sauve un homme a sauvé. Et donc c'est une phrase certes dans le Coran, mais c'est une phrase de rappel déjà adressée par Dieu dans le Coran. Nous sommes en direct à Gaza, où la situation est dramatique, comme on pouvait le présager malheureusement depuis ce matin, avec Ziad Medouk. Bonsoir Ziad. Bonsoir Christophe, bonsoir Tarek, bonsoir tous les gens qui écoutent France Maghreb 2. La situation, disais-je, était prévisible, j'allais dire, c'était, mais à ce point-là,
aujourd'hui. On rappelle peut-être votre bilan, cher ami Ziad, depuis Gaza. Écoutez, le bilan ne cesse de s'alourdir toutes les minutes, toutes les temps, parce qu'il y a trois types d'agressions. Il y a des balles réelles qui tombent sur la tête et les poitrines nues des pacifistes palestiniens de Gaza, sur les jeunes de Gaza. Ils sont aujourd'hui plus de 70 000 Palestiniens sur les frontières de la bande de Gaza. Il y a du gaz lacrymogène encore jeté par les avions, les hélicoptères de chasse israéliens, et il y a des bombardements. Donc il y a trois types d'agressions depuis 10 heures du matin jusqu'à aujourd'hui, les 17h30 à Gaza. Donc le bilan est très lourd, 45 morts et 2000 décès jusqu'à maintenant. C'est un bilan provisoire parce qu'il y a des dizaines de cas très graves dans les hôpitaux de Gaza, et ça n'arrête pas parce que jusqu'à maintenant, moi, je suis en direct avec les médecins, les ambulanciers, les journalistes, les amis qui sont sur place, et chaque fois, ils me donnent les nouvelles. Et donc, la situation est toujours dramatique avec ce nouveau carnage, avec ce massacre israélien, ce nouveau massacre, devant, bien sûr, le silence complice de cette communauté internationale. Au contraire, on a vu, donc, en direct, à l'instant, donc, les cérémonies de transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et aucune réaction, malheureusement, ni arabe ni internationale. Je pense que la population palestinienne, notamment la population de Gaza, est laissée à son sort. Ce carnage, ce massacre israélien, ça nous rappelle donc les massacres de 2014, 4 ans après. Nous sommes au mois de mai 2018. Nous sommes en train de commémorer en Palestine aujourd'hui ou demain les 70e anniversaire de la Nakba. Donc, je pense ce massacre s'ajoute au massacre. Ça montre un peu que l'injustice se poursuit. Ça montre un peu que l'impunité d'Israël est là. Ça montre, comme on a dit Tarek, l'hypocrisie de ce monde officiel. Ça montre un peu le renforcement de la solidarité parce que depuis le début de cette marche de retour, il y a un renforcement de la solidarité internationale. Il y a des mobilisations partout. Je pense que actuellement, les Israéliens, ils s'en fichent. Ils ont le soutien américain, ils ont le silence complice de beaucoup de dirigeants, y compris les dirigeants arabes. Je pense que les Israéliens maintenant, ils ont les mains fortes pour écraser, pour terroriser, pour massacrer les Palestiniens. Et qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza? Donc, 45 morts jusqu'à maintenant. Je pense d'ici 2-3 heures, le bilan va s'alourdir, va dépasser les 50 morts parce que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de cas, il y a des 11 à 12 cas très graves. Donc, on peut dire 50 morts aujourd'hui à Gaza. Donc, ça me rappelle les massacres de l'offensive de 2009, 2012, 2014 où il y avait entre 50 à 70 morts par jour. Ça montre un peu encore que les Israéliens, ils veulent continuer, ils veulent envoyer plusieurs messages par ces massacres, mais l'aspect le plus important pour nous, c'est la détermination des Palestiniens. Les Palestiniens, aujourd'hui, qui étaient nombreux, des Palestiniens, des dizaines de milliers de Palestiniens, qui sont allés en famille pour commémorer les 70e anniversaire de Nakba, pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais surtout pour défier avec seulement leur drapeau palestinien dans la main et avec leur poitrine nue, pour défier les soldats israéliens que malgré leur riposte cinglante, malgré les balles réelles, malgré les bombardements, je pense que les Palestiniens, et on a vu cet après-midi dans les funérailles et l'obsèque des martyrs, que les familles sont honorées par la mort de leurs enfants tombés par des balles israéliennes. Je pense qu'il y a une détermination de la part des Palestiniens en général et des Palestiniens de Gaza. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler que Gaza vit une situation dramatique au niveau économique avec 12 ans de blocus israélien inhumain, avec un chômage terrible, avec une situation économique jamais vue. Donc, malgré toutes ces mesures atroces de l'occupation, mais je pense que la détermination des Palestiniens, je pense que c'est ça qui a fait peur aux Israéliens, que le 30 mars, le vendredi 30 mars 2018, la marche de retour a commencé. Et cette semaine, on est arrivé au 2e mois
Ça veut dire on est arrivé au 8e semaine de cette marche. Je pense que la détermination et la mobilisation de masse des Palestiniens qui a fait peur aux Israéliens, qu'ils n'ont pas le choix que tuer et de massacrer les Palestiniens de Gaza. Et on a vu aujourd'hui avec le bilan très lourd de cette journée sanglante et de ce massacre, ce nouveau massacre israélien contre les civils de Gaza. 45 morts, on rappelle, selon vos chiffres, cher Ziad, depuis Gaza. Est-ce qu'il y a encore à cette heure-ci les affrontements en cours? Écoutez, il n'y a pas d'affrontement, donc pour ce message aux médias étrangers, vous utilisez toujours l'affrontement. Il n'y a pas d'affrontement, il y a des balles réelles qui tombent contre les Palestiniens civils, les pacifistes palestiniens. Donc il n'y a pas tous les Palestiniens, et ça c'est les médias étrangers, les journalistes étrangers qui sont venus sur place, ils ont constaté que il n'y a pas ni des balles, ni des armes dans les mains des Palestiniens. Les Palestiniens, ils défiaient. Ouais. Donc, c'est une intifada non violente, c'est un soulèvement non violent, c'est une initiative non violente. Donc, il n'y a pas d'affrontement, mais il y a des vrais massacres, il y a des Israéliens, il y a des soldats israéliens qui tirent sur les poitrines nues, sur les mains, sur les têtes, sur les jambes, sur les pieds de ces Palestiniens, de ces jeunes Palestiniens déterminés qui sont sortis, donc, depuis le matin, sur les frontières pour défier l'occupation avec seulement le drapeau palestinien dans la main. Et ça, on a vu dans tous les réseaux sociaux et dans tous les médias. Donc, on a vu dans les images qu'il n'y a pas d'affrontement, mais il y a seulement des massacres israéliens contre les civils. Il y a des bombardements, il y a des agressions. Et c'est ça, la réalité. Donc le bilan est très lourd. Et je pense la journée va s'arrêter donc d'ici vers 17h15. Va arrêter la journée de mobilisation, et demain donc les Palestiniens ils vont poursuivre leurs actions, parce que ces 2 journées sont les 2 journées les plus importantes depuis le début de cette marche non violente commencée par les Palestiniens de Gaza, donc le 14 mai aujourd'hui, parce que c'est une journée de grève générale dans la bande de Gaza, et demain ça sera la commémoration des 70e anniversaire de la Nakba, donc il y aura une nouvelle journée de mobilisation. Donc il faut attendre ce soir et surtout demain pour voir comment ça se passe au niveau de l'évolution de la situation sur place. Ziad, est-ce que, comme le disait tout à l'heure Tarek, est-ce que vous confirmez que parmi ce bilan, qui on rappelle est très lourd, il n'y a pas de femmes et pas d'enfants? Ici, il y a 3 enfants, moins de 13 ans. Il y a une jeune fille. Donc, il y a une jeune fille et 3 enfants, moins de 3 enfants qui sont morts donc ce matin. Mais la majorité des jeunes ils ont entre 17 et 32 ans. Donc voilà. Donc 3 enfants de moins de 13 ans. 3 enfants, oui, de moins de 13 ans. Donc parce que la situation est débordé, donc j'étais à l'hôpital donc ce matin, la situation donc est débordée, donc les médecins, les ambulances sont débordés parce que il y a après des fonds, mais surtout il y a des voitures, des ambulances qui arrivent toutes les minutes, parce que le bilan est très lourd et le nombre de blessés il a dépassé le 2000. Donc je pense qu'il faut attendre ce soir vers 20h heure de Gaza pour avoir le bilan total, parce que il y a des cas graves, il y a des cas qui sont soignés sur place, il y a des cas très graves et très critiques qui sont transférés à l'hôpital. Donc il faut pas oublier qu'il y a 6 lieux de rassemblement, de manifestation dans la bande de Gaza, de Rafah au sud, jusqu'à Beth Hanoun au nord. Donc je pense qu'il faut attendre, et jusqu'à maintenant le bilan est provisoire. Il faut attendre 20 heures, donc d'ici 2 heures à Gaza, pour avoir le bilan total et officiel au niveau de morts, au niveau des blessés, pour cette journée sanglante causée par les agressions et les balles réelles des snipers israéliens. Tarek, peut-être une question à Ziad Medo qui sera demain aussi avec nous, Ziad. On vous rappellera évidemment parce que la situation l'exige, l'impose. J'ai envie de dire pour qu'on soit au plus près de ce qui se passe évidemment chez vous, du drame palestinien, parce qu'ici on peut pas compter vraiment sur les médias pour évoquer ce drame. Tarek, c'est quand même
ce bilan très lourd aujourd'hui. Quand vous regardez les chaînes d'infos, c'est à peine si on en parle. Hein. Non, mais les chaînes d'infos en France sont en train de passer actuellement la cérémonie donc du transfert de l'ambassade américaine. Oui. En fait, c'est pire que la provocation, c'est-à-dire qu'il s'agit même pas d'une ambassade, il s'agit donc du consulat, donc un petit local à Jérusalem, à Al-Quds, côté plutôt palestinien que côté juif que côté israélien 1948, transformé à la va-vite en drapeau avec une plaque sur la porte. Et aujourd'hui, donc en fait, les deux vainqueurs du jour, c'est le premier ministre Netanyahou israélien avec toutes les casseroles de corruption qu'il traîne derrière lui, et est-ce un honneur pour les démocraties, en tout cas pour la démocratie américaine, d'aller soutenir quelqu'un derrière lequel la justice court depuis des années? Est-ce que c'est ça la démocratie américaine, comme dirait de Tocqueville? La deuxième, c'est que les balles utilisées, ce sont des balles aussi interdites par le droit international, parce que ce sont des balles que quand elles rentrent dans le corps d'un être humain, elles explosent à l'intérieur, donc elle ne fait pas que la blessure de la balle classique, mais donc elle détruit les poumons, elle détruit l'endroit qu'elle touche. Moi, ce que Ziad, vous parlez de massacre de 2014. Moi, dans ma mémoire, en tout cas, et dans ma vision, ça ressemble beaucoup plus au massacre de Deir Yassin que de 2014. 2014, il y a officiellement une confrontation entre des hommes armés qui défendent leur territoire et les Israéliens qui bombardent de loin et qui bombardent avec les avions, alors qu'à Deir Yassin, c'était exactement la même chose, des hommes armés qui tuent des hommes qui n'étaient pas armés. Exactement, mais moi je dis au niveau du bilan, au niveau de nombre de morts, je sais, mais même si en 2014, il n'y avait pas de vrais affrontements, il faut rappeler que les Palestiniens, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Tout à fait. Ils résistent avec le peu de moyens. Même en 2014, il n'y avait pas mais il y avait des vrais carnages, des vrais massacres, parce que même les Palestiniens, quand ils lançaient des missiles, donc c'était leur façon de résister, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que résister avec le peu de moyens, mais c'est bien de rappeler les massacres pas seulement Deir Yassin, mais toutes les villes et les villages palestiniens depuis 48, en passant par Jérusalem, Kasbah, Jenin. Donc il y avait des massacres. Les Palestiniens, donc ils répondent par le peu de moyens. Donc cette fois-ci, en 2014, 2018, donc l'initiative est non violente, elle restera toujours pacifique et non violente, et les factions jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réagi. Jusqu'à maintenant, c'est la population civile, et on a vu depuis 30 mars jusqu'à aujourd'hui, le 14 mai, donc après presque 8 semaines de début de cette situation, je pense que c'est la population civile qui sont les jeunes et les personnes âgées et les femmes qui, chaque vendredi, mais puisqu'aujourd'hui c'est la commémoration, donc lundi, mardi, 14 et 15, donc des manifestants, des jeunes qui vont sur les frontières à côté, près des grands tempos, pour défier l'occupation, et c'est un message pour exiger la levée de blocus, pour montrer que le droit auteur est sacré. Donc je pense que les Israéliens, ils connaissent, ils n'ont pas autre choix que massacrer, soit la réponse palestinienne est violente, non violente, armée, non armée, négociation, manifestation, mais je pense toujours la réponse israélienne, soit à l'initiative de paix, soit à la mobilisation populaire, c'était toujours reprimé dans le sang les Palestiniens, et on a vu dans toutes les situations que toujours les Israéliens répondent aux Palestiniens par des massacres et par de carnage, comme le carnage de lundi 14 mai. Alors peut-être que effectivement pour l'opinion internationale, parce qu'il faut toujours faire la différence entre l'opinion internationale et les dirigeants politiques du monde, notamment principalement occidentale, le fait qu'il n'y ait pas de faction palestinienne qui riposte avec des armes, j'allais dire l'émotion est encore et sera encore plus profonde, parce qu'en fait c'est une armée d'occupation qui tire sur des civils, et ça a une portée beaucoup plus importante dans la tête donc et dans le cœur des différentes populations mondiales, parce que les populations, contrairement à leurs dirigeants, n'acceptent pas ce genre de situation, et c'est peut-être un choix
politique du peuple palestinien et qui veut que ce soit les civils qui affrontent et pas des hommes armés contre des militaires, même si on ne peut pas parler de guerre ni de confrontation au vu de la différence d'armement des uns et des autres. Écoutez, moi je pense que franchement il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous les Palestiniens depuis longtemps on ne peut pas compter sur ces instances internationales. Donc on a perdu confiance. Soit c'est Ligue arabe, c'est des régions arabes complices, soit c'est des régions occidentaux, soit de cette instance internationale, donc Nations Unies, Conseil de sécurité. Il ne faut pas oublier que rappeler l'histoire noire, nous sommes actuellement aujourd'hui dans la commémoration de 69e anniversaire de la Nakba, et depuis 48 jusqu'à nos jours, donc il faut rappeler l'histoire noire de l'occupation face aux Palestiniens. C'était toujours des massacres terroristes d'un État, des lois donc racistes, et il y avait jamais une réaction internationale. Même il y avait des parlementaires courageux, mais à part la solidarité internationale, à part la mobilisation populaire, nous on compte sur deux choses seulement. On compte sur notre attachement et notre résistance sur le terrain et sur la solidarité internationale. Mais sur les instances, il ne faut pas oublier que récemment, 2014, il y a eu des massacres. Il y avait des réactions, mais réactions limitées et timides. Après, Israël continue ses massacres. Je pense, tant qu'il y a une impunité pour Israël, je pense que ce gouvernement d'extrême droite va continuer ses massacres et ses mesures atroces contre les Palestiniens, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza. Et on a vu depuis le premier jour, depuis le 30 mars, si on va parler d'une initiative populaire, pacifique, non violente, tout le monde, devant les médias, devant les images de tous les médias internationaux, on a vu sur place que jusqu'à maintenant, en 5 semaines, les Palestiniens, ils ont utilisé aucune arme, aucun missile, et malgré ça, les massacres israéliens se poursuivent, mais il n'y avait pas de vraies réactions internationales. Ziad, c'est ça qui a encouragé Israël à continuer à massacrer les Palestiniens. Ziad, peut-être la question qui interroge aujourd'hui, je disais en début d'émission que les fondateurs d'Israël disaient que les vieux vont mourir et les jeunes vont oublier. Comment expliquer aujourd'hui que cette jeunesse qui est née après 48, après 67, après 73, après les Intifada, après Oslo, donne l'impression qu'elle est encore plus attachée à sa terre et plus consciente de l'enjeu de leur pays et de l'international que peut-être des générations de Palestiniens dont j'ai connu beaucoup, moi, à Paris, qui passaient leur vie non pas à militer pour la Palestine, mais profiter j'allais dire, des plaisirs de Paris. Qu'est-ce qui fait que cette jeunesse, aujourd'hui, envoie le message à l'intérieur, à l'extérieur, qu'elle n'accepte plus, elle n'a pas beaucoup de moyens pour résister, mais qu'elle n'accepte plus dans le principe, et j'allais dire que la génération qui va venir derrière la génération actuelle sera encore plus aguerrie pour exiger donc ses droits? Écoute, avec moi comme professeur de français à l'université, je travaille toujours avec les jeunes, soit dans les cours de français, soit dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur. Et chaque fois quand on fait des débats avec les jeunes sur l'actualité, sur la Palestine, sur la résistance, sur la marche de retour, donc je suis toujours impressionné par justement cet attachement de ces jeunes qui vraiment ils vivent pas une vie normale. Faut pas oublier que ces jeunes de 18 à 20 ans, ils ont jamais quitté Gaza. Ils connaissent le monde à travers la carte ou sur Internet, via les réseaux sociaux. Et malgré ça, ils sont très attachés. Et d'ailleurs, jeudi dernier, j'ai proposé aux jeunes d'aller sur le lieu à l'est de Gaza, sur le lieu pour voir comment ça se passe pour la préparation de cette journée d'aujourd'hui. Et j'étais impressionné par le nombre d'étudiants qui ont accepté de venir. Donc même et surtout des jeunes filles qui vont entre 18 et 19 ans, ça veut dire des jeunes filles qui auraient dû, par exemple, s'intéresser à leur loisir, mais même ça, dans leur écrit, dans leur page sur Facebook, dans les réseaux sociaux, ils parlent toujours de la Palestine, et ça me donne envie, nous, de continuer à travailler avec et rester attachés pour essayer d'accompagner ces jeunes. Donc je pense que, pour revenir directement à votre question, que les jeunes aujourd'hui sont justement plus attachés, et les Israéliens et les dirigeants israéliens ont dit les vieux meurent et les jeunes et les enfants oubliés. Au contraire, je pense que le nombre de morts depuis le début de la marche, ça veut dire aujourd'hui on arrive à presque 100 morts
presque 60 morts dans les 7 semaines, aujourd'hui 45 morts. Et ça montre un peu que leur âge, c'est entre 18 et 30 ans. Donc ça veut dire une génération qui a jamais quitté Gaza, une génération très jeune, et malgré les difficultés, le blocus, les mesures atroces de l'occupation, le chômage, les situations économiques très critiques, malgré ça, ça montre un peu leur attachement. Et je pense que derrière, il y a une éducation familiale, mais surtout, il y a une prise de conscience. C'est ça le plus important, parce que nous, on est un peu étonnés, c'est la prise de conscience de cette jeunesse palestinienne qui, malgré donc leur souffrance au quotidien, malgré toutes les mesures atroces de l'occupation, mais elle continue à s'attacher à la Palestine. Et je pense que c'est ça qui a fait peur aux Israéliens. C'est pour cela on a vu dans les manifestations de la marche de retour que les Israéliens, les snipers israéliens, les soldats, ils visent donc les jambes, ils visent les mains, ils visent la poitrine nue et la tête de ces jeunes pour essayer un peu de les écraser, les massacrer. Mais je pense que l'attachement à la Palestine, il fait partie de cette génération et cette jeunesse palestinienne. Il nous reste 1 minute avant la pub, on vous reprendra après, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à cette jeunesse patriotique palestinienne qui, contrairement à la majorité des jeunes dans tous les autres pays arabes, ne cherchent qu'à fuir leur pays, alors que ceux qui devraient chercher à fuir, c'est-à-dire les Palestiniens qui, à l'âge de 20-25 ans, n'ont jamais quitté les quelques kilomètres carrés de la ville, eux cherchent à rester et à résister. Donc vraiment un hommage à eux face à ceux qui veulent quitter, donc notamment au Maghreb, pour ne pas citer les pays. Merci Ziad. Merci Ziad. Non, attendez, j'ai encore une petite question, Ziad. On a le temps pour avant la pub de Sofiane Nakdari qui est avec nous. Ah bah il est parti, Sofiane. On le reprend tout de suite. On est de retour tout de suite, à tout de suite sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, le LGF, le Grand Forum avec Tarek Mami en ce 14 mai. On rappelle évidemment situation dramatique que vit aujourd'hui la population palestinienne, notamment et en particulier du côté de Gaza, avec ce bilan très lourd que nous confirme Ziad Medouk qui est en direct avec nous, de 45 morts et plus de 2000 blessés. On rappelle qu'il y a des enfants dans ce bilan, 3 enfants de moins de 13 ans, une jeune fille. Bilan très lourd de Ziad. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est votre quotidien, votre lot du quotidien. Vous êtes sans électricité actuellement du côté de Gaza? Ziad? J'ai pas de retour. Ziad? Ah, apparemment on a été coupé avec notre ami Ziad. On va tenter de le recontacter dans un instant sur France Maghreb 2. Vous l'avez compris, Tarek, donc la situation est on ne peut plus inquiétante, dramatique. C'est un carnage. Un carnage. La langue française, il y a les mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Aujourd'hui, c'est un carnage parce que même si du côté de Gaza, les chiffres de Ziad Medouk sont de 46, moi j'ai d'autres chiffres qui tournent autour plutôt de 50, parce qu'il y a plusieurs, y compris à Gaza, il y a plusieurs points dans, on peut pas dire affrontement, mais d'attaque de l'armée israélienne. Et c'est pas l'armée, ce sont des snipers, donc ils sont loin. Et donc il y a des mouvements du côté du nord de Gaza et du sud de Gaza, avec donc les fils barbelés. Et puis là, à Paris, demain, donc il y a un appel à un rassemblement à 18h30 demain, mercredi 16 mai, qui aura lieu à Place Trocadéro à Paris. Et c'est une coordination de plusieurs associations palestiniennes, dans le mot d'ordre halte au carnage de l'armée sioniste. Ziad est avec nous depuis Gaza. On le disait, une situation que vous connaissez au quotidien, là en ce moment par exemple, pour situer et dire un petit peu aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes sans électricité, Ziad? Oui, on n'a pas d'électricité actuellement, malheureusement, donc il y a une coupure d'électricité. On a seulement 4 heures, et avec les événements, on a 2 heures d'électricité par jour. 2 heures d'électricité par jour à Gaza? Oui, oui. Voilà, oui, pour ce lundi, on a 2 heures, donc. Alors Ziad, on en parlait donc juste en première partie, mais on aura de toute façon l'occasion de vous reparler demain, parce que la situation, comme vous l'expliquez d'ailleurs, risque malheureusement de s'alourdir. Le bilan risque de s'alourdir parce qu'il y a beaucoup de blessés graves qui sont actuellement évidemment soignés comme ils le peuvent, donc dans les hôpitaux de Gaza avec les moyens qu'ils disposent. Et évidemment, vous pouvez imaginer quand il n'y a plus d'électricité, c'est assez compliqué pour faire fonctionner un hôpital. Ziad, on sera amené peut-être à se reparler demain. Tarek, peut-être une dernière question à Ziad pour aujourd'hui?
Que voulez-vous qu'on dise quand on souffre et quand on regarde impuissant? C'est-à-dire, moi, ce qui me reconforte devant le drame Christophe Ziyad et devant le manque d'humanité des hommes politiques internationaux, et je veux le dire ici, que ce soit nos dirigeants à nous, la France, ou nos dirigeants européens qui font sortir un communiqué pour demander de la retenue. On en veut bien demander de la retenue à quelqu'un qui pèse 30 kilos et à quelqu'un qui pèse 150 kilos qui est en train de tabasser. Donc c'est quand même extraordinaire comme hypocrisie politique, mais également et surtout dans le monde arabo-musulman, mais je parle toujours des dirigeants parce que les peuples de ce côté-là, ils ont rien à se reprocher, mais aussi de deux puissances mondiales que sont aujourd'hui comment dire, la Chine et l'Inde et la Russie, qui certes font des communiqués, mais aujourd'hui les Palestiniens sont seuls. Ce n'est pas le premier moment de l'histoire de l'humanité qu'un peuple se trouve seul, comme les Algériens pendant pratiquement un siècle avant que on commence à bouger pour venir un petit peu de leur côté sur les 5 dernières années de la résistance. Mais le peuple palestinien aujourd'hui est en train de donner, et c'est pas des mots, est en train de donner une leçon à lui-même d'abord, à ses dirigeants, M. Abbas et autres. Je ne sais pas où ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait M. Abbas en ce moment. Est-ce qu'il est en train de faire la sieste, ou est-ce qu'il est en train de se faire soigner? Mais quand son peuple est massacré, à tout le moins, on doit tenir ce qu'on appelle... Il va faire un discours à 19h, d'accord? Bah, j'espère, oui. Comme lui, comme Hamas, les deux, ils ont un discours à 19h pour faire le bilan. Ah d'accord, donc ils vont faire un discours en même temps. Déjà une grève générale dans tous les territoires palestiniens, voilà. Donc ça fait bien. Et je me demande comment il s'appelle, l'homme de Bahreïn, là, qui est planqué de l'autre côté, qui attend à devenir président pour signer tous les papiers comme MBS, qu'on n'entend pas non plus. En tout cas, aujourd'hui, le peuple palestinien, vous l'avez dit, Ziyad, ne peut compter que sur lui-même, sur l'air qu'il respire et sur la volonté qu'il a, puisqu'il n'y a pas d'armes et qu'il ne veut pas utiliser des armes. Ça fait un moment que ça dure d'ailleurs. Et ça fait, bien sûr, ça fait depuis 1948 pour faire simple, ouais. Et ça fait depuis 1967 pour Gaza, puisqu'elle était jusque-là, et on parle souvent d'Israël, et nous avons raison, mais on peut aujourd'hui nous demander ce que fait Monsieur Sissi de l'autre côté de la frontière, parce que si lui aussi il avait un minimum d'humanité, il est en train de contrôler cette frontière côté Rafah, il n'a qu'à ouvrir cette frontière pour que les gens puissent faire rentrer au moins les médicaments et la nourriture, et qu'il contrôle tout ce qui rentre, tout ce qui sort, mais faire le boycott, en tout cas enfermer les Palestiniens comme le font les Israéliens, ben ils sont tous les deux, comme on dit, la même face de Janus, la même comment dire, deux faces de la même pièce. Aujourd'hui, comment on appelle ça, Israël et l'Égypte de Nasser, et en dehors de dire ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, et de dénoncer ici à Paris avec vous, cher Ziyad, que voulez-vous qu'on fasse? D'autant plus qu'il y a la consigne nationale de ne jamais importer le conflit israélo-palestinien ici, alors que le chef de la Knesset va arriver à Paris pour tenir avec le CRIF une réunion ouverte pour répondre à toutes les questions sur la sécurité d'Israël. Merci Ziyad, en tout cas on se rappelle demain évidemment, pour se tenir au courant de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ziyad. Voilà pour ce qui est de la situation, donc vous l'avez compris, depuis Gaza, grâce à notre ami Ziyad, qui Tarek d'ailleurs avait déjà, on s'en souvient, en 2014 couvert les événements tragiques déjà de Gaza, de sa situation, vous vous en souvenez évidemment, avec ce bilan très lourd de plus de 2500 morts en 2014. C'était d'ailleurs pendant le Ramadan 2014. Comme par hasard. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'il nous rappelle Ziyad, c'est qu'en fait, quand il parle de la moyenne des morts pendant le massacre de 2014, qui effectivement tournait autour de 50 morts par jour. Et là, nous allons atteindre ces 50 morts entre le 46 côté Gaza et les blessés et ceux qui sont morts de l'autre côté côté Ramallah. Oui, alors encore une fois, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure brièvement de ce que font les chaînes info, parce que quand même 45 morts dans une partie du monde, c'est pas rien, même si ça se passe en Palestine, et donc les chaînes d'info décident de couvrir effectivement ce qui paraît pour eux un événement, c'est le transfert de ce que pourrait appeler une ambassade, mais quoi que ça y ressemble vraiment pas, de Tel Aviv à Jérusalem, qui ressemble plus à une provocation qu'à autre chose. Pratiquement rien sur ce bilan terrible, de la manière dont sont traités
des Palestiniens, on le rappelle, hein, Ziad nous le disait tout à l'heure, nous le confirme, ce sont des Palestiniens qui vont manifester, qui sont sans armes, donc de manière pacifique, qui partent en famille. Et aujourd'hui, voilà, ce bilan terrible qui malheureusement en plus risque de s'alourdir. Et les chaînes françaises, enfin les médias français en général, choisissent le silence. En tout cas, même s'ils en parlent, on ne sent ni empathie ni compassion pour ceux qui meurent, mais ils se veulent objectifs entre guillemets en disant aujourd'hui c'est le transfert donc de l'ambassade qui est une demande israélienne vieille depuis toujours, disent-ils, et en même temps il y a des morts palestiniens, mais on va pas beaucoup insister sur le fait que les morts soient des civils non armés qui ont dans la main en général le drapeau palestinien et que en face donc il y a des militaires, des tireurs d'élite qui vont alors choisir de toucher le haut du corps comme disent les militaires et les services de sécurité, et donc c'est pas tuer pour blesser ou tuer pour faire fuir, c'est tuer, c'est tirer pour tuer, et ça c'est dramatique pour les Palestiniens aujourd'hui. Les populations des pays arabes bougent, principalement en Tunisie aujourd'hui, en Algérie, en Syrie où la situation est déjà dramatique, mais la situation reste la même. Aujourd'hui, on peut dire avec conscience que la loi du plus fort est toujours la meilleure et que dans l'histoire de l'humanité, mieux vaut être du côté des forts que du côté des faibles, parce que quand vous êtes faible, personne ne vient à votre secours. Quand vous êtes fort, on vous craint et on vous respecte. Alors, évidemment, on en reparlera et on suit au plus près, hein, en tout cas dans cette émission, le Grand Forum, comme ce fut le cas en 2014 et comme à chaque fois, et comme souvent d'ailleurs, la situation l'exige. Pour Gaza, pour comment dire, pour la Palestine, bien et sûr, pour tous les endroits du monde oui, où il y a un drame. On avait couvert le tsunami quand il y a eu des morts. Donc pour nous, si vous voulez, ce que nous le Mali, voilà, pour nous, ce que nous ne pouvons pas supporter, je peux pas dire accepter parce qu'on accepte, on est forcé d'accepter, ce que nous ne pouvons pas supporter, ce sont des drames humains commis par des hommes et derrière lesquels des hommes gagnent de l'argent en vendant des armes, en ayant des privilèges, parce que voir un citoyen américain de confession juive, certes, mais quand vous dites de confession juive, on vous dit vous insistez sur la confession juive, mais un citoyen américain, gendre donc des présidents de la République de la République américaine, venir assister ou venir inaugurer, c'est pire qu'une prise à partie, une prise de position. C'est pour ça qu'ici à France Maghreb 2, on préfère parler plutôt des soldats qui tuent que de soldats qui sont de confession juive et qui tuent, parce qu'il n'y a pas d'amalgame ici sur cette fréquence, il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. Mais aujourd'hui, on regarde clairement et visiblement et devant tout le monde qu'il s'agit bien d'une armée d'occupation contre un peuple occupé. Alors, on n'en oublie pas que dans 2 jours, après-demain, ou jeudi, sera le mois sacré du Ramadan. Cependant, il y a le CTMF qui a d'ores et déjà répondu à cette question, cher Tarek, et nous sommes avec d'ailleurs cher Ahmed Jaballah. Bonsoir, salam alaikum. Merci. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour votre appel et pour cette contribution. Alors, cher, le Ramadan, pour le CTMF, vous l'avez fait savoir d'ailleurs il y a quelques jours au travers d'un communiqué, se basant sur le calcul astronomique, vous avez donc annoncé les dates du Ramadan. Alors que dit ce communiqué, cher Jaballah? Alors le communiqué, en fait, c'est maintenant il y a quelques années, en fait, que depuis d'ailleurs la création de CTMF, nous avons toujours dit que nous adoptons le calcul astronomique de la vision. Je précise bien que le calcul aujourd'hui que nous proposons, qui est une science exacte, n'est pas contradictoire avec ceux qui tiennent que le début du mois lunaire soit déclaré après la vision du croissant. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui la science astronomique nous donne les moyens pour connaître d'avance l'heure où il est possible de voir le croissant. Et d'après ces données scientifiques qui sont des données tangibles, qui sont exactes, le croissant du mois de Ramadan va être vu le mardi, c'est-à-dire demain, dans les pays d'Amérique. Et à partir de ce principe-là, parce que nous on part du principe que la vision
une fois elle est possible dans n'importe quel point du monde, elle est valable pour le reste du monde. Et je rappelle pour que ceux qui connaissent un petit peu les avis des jurisconsultes musulmans, qu'il y a une question qui s'est posée depuis, je dirais, l'ancien temps des grands fuqaha, c'est que est-ce qu'il faut prendre en compte la différence des levants ou on considère qu'il y a une unité des levants. Nous, on prend l'avis majoritaire des savants qui disent on ne prend pas en compte les différences des levants. C'est-à-dire une fois que, comme j'ai dit, la vision du croissant, elle est possible dans n'importe quelle région du monde, elle est valable pour le reste du monde. Aujourd'hui, mardi demain, le croissant va être vu certainement, parce que le calcul nous le dit, et c'est toujours des données scientifiques exactes, et à partir de là, le premier jour de Ramadan, c'est le mercredi 16 mai. Le premier jour, c'est le mercredi 16 mai. Je dois dire aussi que dans le monde musulman, il est vrai qu'il est difficile, astronomiquement parlant, que le croissant soit vu demain. C'est-à-dire, il est visible dans les pays d'Amérique, l'Amérique latine, même l'Amérique du Nord, mais il sera très difficile de le voir dans les pays musulmans demain. Alors, s'il y a des pays qui se basent sur la vision locale, bien sûr, ils vont pas annoncer demain, ils vont annoncer après-demain, c'est-à-dire jeudi. Mais nous, on n'est pas de cette idée parce que on veut que les musulmans d'Europe soient détachés des visions qui sont déclarées dans les pays musulmans, parce que dans chaque pays, ils font l'annonce à partir d'une vision locale. Alors les musulmans d'Europe, on n'a pas besoin de faire cette vision, comme j'ai dit, parce qu'on se base déjà sur le calcul. Et le CTMF, il a adopté cet avis, qui est l'avis du Conseil européen de la fatwa et de la recherche depuis 2009. Cette décision, elle est prise il y a presque 10 ans. Et une décision qui a été consolidée par un congrès international, c'était au mois de mai 2016, il y a 2 ans de ça, qui est tenu à Istanbul, où il y avait une grande présence des différents conseils de la fatwa, des astrophysiciens, des fuqaha. Il y avait plus de 160 membres dans ce congrès-là. Il a pris une décision avec une majorité très large de 80%, parce qu'on a voté à la fin les résolutions de ce congrès pour adopter ce qu'on appelle le calendrier hégérien unifié, qui se base sur la vision. Voilà par rapport au début, et même pour l'Eid al-Fitr également, la date est connue, ça sera le vendredi 15 juin. C'est-à-dire cette année, nous allons, Inch'Allah, jeûner 30 jours. Car vous savez que le mois de Ramadan, ça dépend des années. Une fois, c'est 30, et une fois, c'est 29. Ça dépend toujours, justement, de la naissance du croissant. Mais c'est une chose qu'on peut calculer, comme j'ai dit, scientifiquement. Alors, peut-être une question, Monsieur Ahmed Jaballah. Pour les personnes, donc membres de votre conseil, ou les personnes qui croient à la vision astronomique de vision, comment ça se passe, j'allais dire moralement, parce que ils croient dans ce principe et ils vont se retrouver peut-être demain soir avec une décision du CFCM ou d'autres organismes contraires. Comment gérer cette question de conscience, de dire moi je suis pour ce principe? Est-ce qu'on peut jeûner même si la majorité ne jeûne pas? Est-ce qu'on est en accord avec sa propre conscience quand on le fait? Est-ce qu'on est en dissension de la société dans laquelle on vit? Comment régler ce problème psychologique quand même? On a ici un vrai problème, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, si je reviens aux fédérations musulmanes qui sont généralement responsables d'annoncer à la veille du mois de Ramadan la décision, ils se retrouvent d'ailleurs, je pense, il y a une réunion qui est décidée demain soir à la mosquée de Paris, et je sais que beaucoup de fédérations, en discutant avec eux, ils nous disent que eux, ils sont convaincus à 100% que la solution pour unifier les musulmans et sortir de l'incertitude, c'est le calcul scientifique. Mais ils nous disent, il faut qu'on essaie de se mettre d'accord, de ne pas prendre une décision qui peut diviser. Je sais aussi que pour nos frères turcs, les Turcs de France, il y a quand même beaucoup de fédérations et beaucoup de mosquées gérées par les fédérations turques. Pour eux, le calendrier est défini, c'est-à-dire ils vont commencer le jeûne le mercredi, bien qu'aujourd'hui, vous savez que le président actuel du CFCM, c'est un Turc. Mais malheureusement, au niveau des fédérations, jusqu'à maintenant, on est toujours dans l'ambiguïté parce que
on ne sait pas quelles règles appliquer. C'est-à-dire, si vous leur posez aujourd'hui la question, vous allez déclarer en se basant sur quelles règles? Est-ce que c'est la règle de l'astronomie? Est-ce que c'est la vision de certains pays? Ils vont vous dire, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, là, on va se réunir et on va discuter et après, on va dire, oui, c'est demain ou après-demain. Ça, c'est malheureux. Et comme vous le savez, ça laisse les musulmans dans la confusion. Parce que, au lieu que les musulmans restent jusqu'à la dernière minute, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont commencer le jeûne. Et encore après, pour l'Eid, c'est encore plus grave parce que, bon, ils veulent quand même des gens qui travaillent prendre leur jour de repos, etc. C'est malheureux. Et pour nous, pour sortir de toute cette incertitude, la seule solution, c'est de suivre l'avis du Conseil européen de la fatwa de la recherche, et c'est l'avis aussi du Conseil théologique musulman de France, que nous pouvons connaître préalablement les dates. Et sur cette question de conscience individuelle, parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont pour le principe de la vision, donc astronomique, et qui se posent la question parce qu'à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, il y en a qui d'un avis, il y en a qui d'autre. Donc on a vraiment un problème de conscience individuelle. Oui, je le comprends parce que malheureusement, si les grandes fédérations aujourd'hui se mettent d'accord, et d'ailleurs ils se sont mis d'accord en 2013, oui, mais après ils sont revenus sur, bon, au moins certaines fédérations sont revenues sur leurs décisions. S'ils se mettent d'accord, je pense qu'ils vont nous épargner justement tous ces problèmes-là. Mais je dois dire aujourd'hui, s'il y a divergence, ça va être au début du mois de Ramadan. Et là, c'est le début du jeûne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jeûner mercredi. Moi, je conseille vivement qu'ils sont pas mercredi, parce que mercredi, c'est parti du Ramadan. Mais s'il y a d'autres, si jamais ils vont annoncer ici, demain, que Ramadan, il va commencer jeudi, bon, ceux qui ne sont pas convaincus pour le calcul, bon, ils peuvent commencer le jeûne jeudi. Mais le problème, d'après les données scientifiques, il va pas se présenter pour l'Eid. Je pense l'Eid, parce que le croissant va naître très tôt, ouais. Et du coup on va le voir le jeudi pratiquement dans toutes les régions du monde. Donc on risque de commencer sur des dates différentes et heureusement de terminer sur la même date. Tout à fait. Je pense que pour l'Eid, ça va être certainement le 15, parce que le croissant va être visible un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut poser la question, Tarek, si vous permettez? Si vous permettez, Christophe. Et puis, les musulmans aiment bien le vendredi. Donc, si on leur dit le Eid, c'est plutôt vendredi pour faire, j'allais dire, les deux prières en même temps, peut-être que c'est une dimension psychologique qui va être prise en considération aussi. C'est là où on comprend plus rien. Ouais, enfin, c'est n'importe quoi. Mais une petite question peut-être à poser, parce que pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs qui effectivement nous rejoignent et qui entendent donc le CTMF annoncer les dates du Ramadan, s'appuyant sur le Conseil européen de la fatwa, sur ces dates selon le calcul astronomique. On va quand même rappeler, il faut arrêter d'être hypocrite 5 minutes, que demain soir effectivement il y a une réunion à la mosquée de Paris avec les différentes instances, le CFCM et compagnie. Cher Ahmed Jabala, vous avez déjà assisté à ce genre de réunion, Tarek Mami aussi. Ah bah oui. Clairement, est-ce que parce que beaucoup imaginent que on se réunit et qu'on regarde à l'œil nu si on en aperçoit le croissant lunaire, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Non, mais dites-le nous. On n'a jamais vraiment. Alors, sur quel argument alors? Oui, essayer de voir le croissant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai arrêté d'assister malheureusement à ces réunions parce que lorsqu'on demande aux organisateurs de cette réunion, c'est quoi la règle? Parce que quand même, il faut avoir une règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et même les gens qui sont là, ils ne sont pas tous des personnes, si vous voulez, spécialistes dans l'astronomie ou dans le fiqh. Mais c'est une réunion, on invite les gens et on discute. Mais après, il y a un communiqué qui va être présenté, déclaré aux médias. Sur quelle base? Malheureusement, il n'y a pas de règle claire. Et c'est ça qui voilà, c'est-à-dire qui fait que nous disons, prenons une règle, dites une règle, comme ça les choses sont claires, parce que individuellement, moi-même j'ai discuté avec plusieurs responsables des fédérations, ils me disent, oui, le calcul scientifique quand même, nous avons aujourd'hui la science de l'astronomie qui nous donne toutes ces données-là. Mais je leur dis, il faut mettre ça en application. Et ils nous disent que les musulmans de France ne sont pas prêts
Et moi je dis, c'est pas vrai, parce que nous avons aujourd'hui des pays. Vous avez un petit pays à côté de nous, Luxembourg. Luxembourg, il y a une instance représentative qui s'appelle Shura. Et cette instance, depuis sa naissance, elle dit tout simplement, nous prenons une référence européenne, c'est le Conseil européen de la fatwa, et il déclare tous les ans la même déclaration du Conseil. Vous avez à côté de nous l'Italie. Il y a une grande instance qui représente les imams. Depuis 3 ans maintenant, ils suivent le calcul scientifique. Également, les musulmans en Allemagne. Et il faut dire que tous les musulmans dans les pays de l'Est de l'Europe, les pays du Balkan, c'est-à-dire la Bosnie, l'Albanie, tous ces pays-là, également suivent le calcul scientifique. Alors, je dois dire, le problème, c'est au niveau des responsables. C'est pas au niveau de la communauté. La communauté, elle est là pour suivre lorsqu'on lui déclare que le ramadan, c'est demain ou après-demain. Mais malheureusement, on nous dit aujourd'hui que c'est la communauté, mais je pense que le problème, c'est plutôt au niveau des décideurs, des responsables associatifs. Donc pas de règles, pas de vision oculaire donc de la lune demain soir, et à part ça, les gens en majorité, je veux dire, font confiance pour cette annonce. Alors c'est vraiment intéressant d'observer quand même que la plupart de l'année, et on le voit d'ailleurs dans cette émission, quand on parle du CFCM, la plupart des auditeurs sont extrêmement critiques, pour pas dire plus d'ailleurs. Mais par contre, il y a cette attente et cette confiance uniquement pour l'annonce du début et de la fin du Ramadan, y compris d'ailleurs pour les heures de prière qui ne posent aucun problème le reste de l'année. Et là, on s'aperçoit que pendant Ramadan, on a des divergences en matière d'heures de prière. Enfin, c'est vraiment un grand cirque général, quoi. Chaque année, la même chose, quoi. Oui, c'est malheureux, en fait, c'est malheureux, mais bon, j'espère que ces responsables vont... Bon, je sais bien qu'au sein des fédérations, il y a des fédérations qui défendent, qui essayent à ce que tout le monde s'aligne sur le calcul scientifique, mais apparemment, voilà, je sais pas, ça bloque. Pourquoi? Effectivement, parce que moi-même, je me pose la question, pourquoi vraiment il y a cette résistance, alors que on dit la communauté, mais je pense pas. S'il y a une décision au niveau des fédérations, je pense que la communauté va suivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup Ahmed Jabala. On rappelle que le CTMF a annoncé les dates du Ramadan qui, selon le calcul astronomique, commence donc le mercredi 16 mai, qui correspondra au premier jour de Ramadan, et le vendredi 15 juin, qui sera le premier jour de l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah. Un bon Ramadan à vous, Ahmed Jabala, et à l'ensemble du CTMF. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà. Pour en tout cas Ahmed Jabala, je crois, Tarek, sans trahir aucun secret, qu'on aura l'occasion de réécouter durant ce mois sacré du Ramadan. J'espère bien, donc on est en train de tout faire pour l'avoir avec nous de temps en temps. Bon, voilà pour cette... voilà, chaque fois, on a l'impression de se répéter chaque année. Moi, ça fait 20 ans que j'entends ce cinéma, Tarek, franchement. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? On a l'impression que la question du Ramadan et la question palestinienne marchent de pair. C'est ça. C'est deux choses. C'est triste, hein. C'est comme ça. C'est deux choses qu'on n'arrive pas à régler. Ça n'évolue pas. Alors que les deux dépendent de nous et ne dépendent pas des autres. Alors, je peux vous poser une question franche et directe ? Allez-y. D'après vous, le CFCM suit l'Algérie ou l'Arabie Saoudite ? Ça dépend des années, Christophe, il n'y a pas de principe. Non, mais ça, je vous le dis clairement, parce que moi j'avais écrit il y a longtemps une lettre à un recteur de la mosquée pour lui dire, s'il vous plaît, aujourd'hui il y a 3 ou 4 règles, donnez-nous une règle, on s'en fout, mais qu'on suive cette règle. Exact. On avait dit, dites-nous, c'est l'Arabie Saoudite, la Kaaba, comme disait un invité ici, c'est la terre des prophètes, ce que vous voulez, on accepte, on s'en fout, mais on sait qu'on attend ce pays-là et on suit. Après, comme l'islam est majoritairement, en tout cas quantitativement, algérien en France, on a dit, on suit l'Algérie. Sinon, on suit. Après, on dit, on suit la vision astronomique. Ouais. On suit. Ou alors, vous dites, nous avons, Monsieur Guessou, mais quelques autres, des astronomes musulmans français. Et c'est ceux-là qui tous les ans doivent déclarer. Et ils vont à Clamart, ils vont où ils veulent. Mais non, en fait, ils jouent sur les 4, selon le rapport des forces entre les membres du CFCM, selon les bonnes relations des membres du CFCM avec l'Arabie Saoudite ou avec l'Algérie, et selon l'influence. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec évidemment cette émission. Nous étions tout à l'heure depuis Gaza avec Ziad Medouk. On rappelle Tarek, aujourd'hui, ce lundi 14 mai, c'est le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
qui d'ailleurs a été couverte quasiment par toutes les chaînes du monde, on va dire, côté télé, une belle médiatisation pour le coup. Et puis il y a une autre, le côté sombre, j'ai envie de dire, de cette histoire, au-delà déjà de ce côté sombre que de ce transfert et de cette provocation, c'est ce lourd bilan aujourd'hui annoncé tout à l'heure par Ziad Medouk depuis Gaza, de 45 morts pour la seule journée d'aujourd'hui côté palestinien, plus de 2000 blessés, 3 enfants ont été tués de moins de 13 ans, une jeune fille, et le bilan qui, d'après Ziad, et d'après de nombreux spécialistes sur place, risque de s'alourdir parce qu'il y a beaucoup de blessés graves. On rappelle qu'il s'agit de Palestiniens qui sont venus évidemment manifester pacifiquement et sans armes. Ouais, non, mais voilà, sans armes, pacifiquement, rappelons-le, et qui se sont fait tirer dessus, tout simplement. Ils étaient munis d'un simple drapeau palestinien venu en famille, et donc ce lourd bilan aujourd'hui de 45 morts, un bilan qui ne cesse de s'alourdir, Tarek. D'après mes chiffres, on est à 50 morts, parce qu'en fait, il y a 2 ou 3 endroits à Gaza où les jeunes palestiniens montent jusqu'à ce qu'on appelle le barbelé, qui sépare aujourd'hui la terre occupée par l'armée israélienne et la terre sur laquelle vivent les Palestiniens, en tout cas côté Gaza. Mais apparemment, il y a aussi des heurts de l'autre côté, du côté de Ramallah. Donc les 50 morts sont plus ou moins actés, mais qu'il y aurait un seul mort, ça serait déjà dans cette région du monde dramatique, un mort de trop. Il faut rappeler aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le Nakba. Il faut poser à n'importe quel citoyen normal du monde, est-ce que votre pays, est-ce que votre peuple aurait accepté de vivre sous domination militaire de notre peuple depuis 70 ans, quelles que soient les raisons politiques, religieuses, historiques? Les hommes sont normalement faits pour vivre ensemble. D'ailleurs, ce slogan est de notre radio et de la France, le vivre ensemble. Et on est plutôt, non pas sur une terre où les hommes vivent, mais sur une terre qui ressemble plus à la jungle. Donc, le lion va manger les animaux plus petits que lui, et ainsi de suite. Et ça, c'est inacceptable en 2018. Ça ne justifie rien, ni de part, ni d'autre. Pourquoi ici, les gens vivent ensemble, et là-bas, les gens ne vivraient pas ensemble? C'est ça la grosse question qui se pose. Et pourquoi les hommes politiques, américains, français, russes, arabes, israéliens, juifs, tout ce que vous voulez, ne font pas tout pour que les peuples vivent ensemble? Mais ça, c'est une question primaire que les gosses de 3 ans, et vous posent la question, pourquoi ils se tirent dessus? Voilà. Ça, alors, c'est la triste on réalité rappelle aussi un rassemblement à Paris. Demain, 18h30. Le 16, vous avez dit? Oui, mercredi 16. Donc c'est mercredi 16. Mercredi 16. On est omnibulé par les dates du Ramadan, voilà, par la date de la Nakba, par tout ce que vous savez. Oui. Donc c'est le mercredi 16. Tout ça coïncide malheureusement tristement. Voilà. Et ça correspond en fait à plein de dates en Syrie, au Liban. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est que des hommes qui sont pas armés, et que tout le monde reconnaît, y compris l'armée israélienne, les hommes en face ne sont pas armés. Il y a quelques jours, un grand intellectuel français de culture juive, je ne vais pas dire de confession juive, avait d'ailleurs dénoncé l'armée israélienne qui a tiré sur un jeune dans le dos, alors que les jeunes couraient pour s'éloigner de la frontière. Et donc ce sont ces morts qui aujourd'hui nous attristent et font que nous ne sentons pas bien à la veille de ce Ramadan, alors que nous, on devrait rentrer dans le bonheur et la joie dans ce mois de Ramadan. Alors, je vous rappelle également la question du jour aujourd'hui qui a très bien marché. On a battu le record de vote sur Twitter notamment concernant cette consultation lancée par Marwan Mohamed qu'on a évoqué vendredi dans cette émission. La question est tout simplement la suivante. Soutenez-vous cette initiative? Bien visiblement, Tarek, ils sont en grande majorité à soutenir. 86% sur Twitter à dire oui, avec, je le disais tout à l'heure, un record de vote aujourd'hui sur Twitter. 83 de oui également sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter sur Facebook, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Visiblement, Marwan Mohamed, ou plutôt son initiative, obtient une certaine satisfaction, ou en tout cas beaucoup d'attentes autour de cette consultation. Ce n'est pas Mohamed, c'est pas Marwan qui importe dans cette histoire. Ahmed Jaballah tout à l'heure l'a dit clairement.
dans la communauté franco-musulmane, la population est en avance sur ses chefs. En fait, la majorité des musulmans de France en ont marre que ce soit des personnes hors communauté qui leur dictent leur vie, qui leur dictent leur choix, qui leur disent ce qui marche pas. Et donc, quand quelqu'un est issu de la communauté et qui a une autorité qu'on ne peut pas contester, même si on peut contester le contenu ou la motivation de cette notoriété, les gens sont contents, ils ont marre de réagir et voudraient que quelques-uns agissent. Je rappelle, dans la case positive de Marouane, le fait de s'être battu en plein été il y a 2 ou 3 ans sur le burkini sur les plages, il était le seul à le faire. Le CFCM n'était pas là, le CFCM qui le critique aujourd'hui, il n'était pas là en plein mois d'août pour aller saisir le Conseil d'État, les tribunaux administratifs et tout ça. Donc faut reconnaître à Mohamed ce que Mohamed a fait. Donc c'est une bonne chose que les gens... alors la question subsidiaire qu'il faudra poser, est-ce que les gens qui apprécient cette initiative à 86%, est-ce qu'ils ont tous été lire et au moins lire les questions pour répondre? Parce que même si c'est 10, disait-il dans une vidéo, ça serait déjà beaucoup, mais est-ce que les gens lisent les questions et répondent? Il y a 17 questions dans ce formulaire. Apparemment, ils ont obtenu plus de 10 000 votants sur le site internet dédié. Une question comme ça doit monter très vite à 100 000, 150 000 sur 5 millions de personnes dites de culture musulmane. Ouais. Sur 500 000 intéressés, dire 100 000, c'est-à-dire 1 sur 5, ça devrait aller très vite. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Bon, alors pose appel évidemment sur toute cette actualité au 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Abdel est avec nous. Bonsoir Abdel. Bonsoir, monsieur Mami. Bonsoir, monsieur Abdel. Mami, vous avez évoqué quelque chose où j'ai pas été tellement d'accord avec vous. Vous avez dit que le monde allait être touché, pratiquement une phrase comme ça, parce que il y avait une armée contre des civils. Je suis désolé, si aujourd'hui le problème palestinien en est là aujourd'hui, c'est à cause des Palestiniens et des dirigeants palestiniens tout d'abord, à cause des pays arabes avec leur traîtrise et à cause du monde si les Palestiniens en sont là aujourd'hui. Vous avez aussi évoqué comme quoi qu'on utilisait des balles explosives dans le corps, qui est complètement interdit par le droit international. Ça fait exactement 30 ans que Israël bafoue le droit international et elle n'a jamais eu aucune sanction, aucun embargo, absolument rien. Par contre, Assad, et là je pense qu'il y a eu beaucoup plus de morts qu'avec les gaz contre les terroristes qu'a fait soi-disant l'armée d'Assad, et pourtant on s'est empressé, soi-disant, de sanctionner Assad en disant que Assad fallait qu'il réponde de ses actes. Et là, Israël a été condamné par l'ONU et par la communauté internationale depuis plus de 20 ans qu'elle doit quand même rendre les territoires occupés, et jamais le droit a été imposé contre Israël qui bafoue le droit international depuis 50 ans. Et il n'y a aucune sanction, aucun embargo, aucun missile, aucune attaque contre l'armée israélienne. Donc, je suis désolé de dire, le monde n'est pas ému de ce qui se passe. Le monde s'en contre le monde soutient Israël. Abdel, si vous permettez, si je partage la globalité de votre analyse, j'ai bien expliqué que pour moi le monde est séparé en deux, les peuples et les dirigeants politiques. Et aujourd'hui, vous avez les peuples en général, y compris en France, sont plutôt dans l'émotion et d'être du côté des Palestiniens, même s'ils n'ont pas les moyens de faire des choses. Et ce sont les dirigeants politiques, tout comme dans le monde arabe. Regardez ce qui se passe chez les peuples arabes, en dehors de l'Arabie Saoudite, où de toutes les façons, aujourd'hui, on fait de manière à ce qu'il n'y ait pas d'opinion publique. Mais regardez les peuples algériens dans les stades, les peuples tunisiens, le peuple marocain, et tous ces peuples, comment ils se comportent quand il s'agit de Palestine. Donc c'est pour ça que je sépare les dirigeants politiques des peuples. Vous pouvez nous expliquer, moi c'est une question que je vous pose puisque vous êtes un spécialiste, comment se fait-il que quand un dirigeant arabe comme Assad, par exemple, qu'on accuse de choses qu'on ne sait pas, on le sanctionne immédiatement en envoyant des navires militaires, parce qu'on dit qu'on a bien répété, Macron a répété qu'il est contre, Macron a bien dit que Assad bafouait le droit international, et c'est pour ça que nous sommes intervenus envers lui, soi-disant, envers ses militaires. Et comment vous expliquez que Israël bafoue aussi le droit international et on n'intervient pas? Aucun pays n'intervient pas. Vous pouvez nous donner une réponse? Bien sûr, c'est très simple. Vous avez des intérêts géostratégiques. Si les intérêts géostratégiques sont de votre côté, c'est le cas d'Israël aujourd'hui, vous ne voyez rien, vous ne faites rien et vous n'agissez pas parce qu'en fait, ce sont vos propres intérêts qui sont en cause.
Et quand vos propres intérêts sont lésés par exemple, la présence russe en Syrie, et donc vous perdez une portion de territoire ou une portion de vente d'armes ou une portion d'intérêt économique, vous êtes contre. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Il n'y a pas de justice en dehors de la justice immanente de Dieu, à laquelle nous on croit, et il n'y a pas de définition de la justice qui s'applique à tous. C'est pour ça que je dis, moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'un homme juste? Un homme juste est un homme qui, quand il écrit un texte sur les Juifs, sur les Bosniaques ou sur d'autres, vous enlevez le mot bosniaque ou le mot juif, vous mettez palestinien et le même bonhomme signe le texte. L'homme qui ne signe pas ce texte, c'est pas un homme juste. Donc c'est un problème de rapport de force. Comme je disais, nous sommes beaucoup plus dans une jungle, c'est l'histoire de l'humanité, que dans une société humaine. Et l'explication, ce n'est pas que Assad a tort ou a raison, c'est même pas la question. C'est pas que Netanyahou a tort ou a raison, c'est la question, est-ce que vous pouvez accepter en qu'être humain de voir des hommes armés tirer sur des hommes non armés et ne rien dire? Et c'est ça ce que j'appelle un homme juste ou un homme qui a une conscience équilibrée. Merci Abdel pour votre appel, merci. Vos questions, voilà. 01 40 33 9000, allez-y parce qu'on a démarré un petit peu à l'avance Libertad, parce que voilà, pour ne rien vous cacher, je suis aussi otage de cette grève SNCF et donc je me dois de prendre mes précautions, cher Tarek. Et oui, on n'a pas tous la chance d'habiter Paris. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une... Alors vous habitez Paris, vous soutenez pas le PSG. C'est quand même un comble. Comment ça? Non, j'habite en région parisienne et je soutiens le PSG. Puisque vous parlez du PSG, on connaît le nom du nouvel entraîneur du PSG, c'est officiel. Ah oui? Oui, c'est l'entraîneur du Borussia Dortmund qui devient donc officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain. À partir de? À partir de la saison prochaine. Je pense que Yann Emery donc va jusqu'à la fin de la saison. La saison est maintenant presque terminée. Il reste un match et après il cédera sa place donc nouvel entraîneur, un Allemand donc qui va prendre le banc parisien. Et pour aérer, donc vous savez qu'hier le club africain a gagné la Coupe de Tunisie. Ah, et puis vous savez que peut-être vous aurez une première soirée ramadanesque de bien occupée, puisque mercredi soir c'est la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid à Lyon. Vous mangez les dates, c'est à la même heure plus ou moins, c'est 22. Non, c'est 21h. Oui, 21h. Oui. À Marseille, il dîne, il regarde le match où il mange les dates. Effectivement, à 21h, ils mangent à Marseille. Hein. En tout cas, heureusement qu'il y a des petites choses qui n'ont aucune valeur d'importance, mais qui permettent aux hommes et aux femmes qui aiment le foot ou qui aiment le sport d'avoir quelques minutes de bonheur, parce que on fait exprès de parler de ça aujourd'hui, alors que nous sommes à près de 50 morts. Le jour anniversaire de la Nakba pour les Palestiniens. Absolument. 01 40 33 9000, c'est à vous de jouer, donc Libertad. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, salut, c'est Méziane, salut. Salut Méziane, comment ça se passe? Ça va, doucement. Et toi, Christophe, ça va? Ça va Méziane. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On t'écoute. Bonjour monsieur Tarek Mali. Bonjour cher monsieur Méziane. Alors moi, je voudrais vous poser une question concernant la Palestine. Qui sont les alliés des Palestiniens dans le monde? Les Palestiniens. Eux-mêmes. Voilà. Ah bon. Alors pourquoi dans les pays arabes, les peuples ne manifestent pas en disant on ne veut plus d'ambassade américaine dans notre pays? Alors, il y a eu ça en 1967 en Tunisie, je me rappelle, j'avais moins de 10 ans, et on m'a raconté que tous les élèves, tous les étudiants de Tunis sont descendus pour aller à l'ambassade de France avec un type, j'ai oublié le nom, c'était Geoheum. C'est la première fois que j'entends ce mot, j'avais 8 ans, je crois, un truc comme ça. Et la police tunisienne a fait ce que toutes les polices du monde font, et depuis, l'ambassade américaine a été transférée hors de Tunis. Ce n'est pas pour rigoler, mais les peuples en Tunisie, dans le monde arabe, aujourd'hui, en Tunisie, en Maroc et dans quelques autres sont en train, en Irak, j'ai vu les élections hier, commencent à accéder à un droit aux paroles qui n'existait pas depuis les indépendances, faut dire la vérité. Mais pourquoi est-ce que comment on appelle ça des peuples, puisqu'on est en train de se plaindre, nous qui sommes une communauté à l'étranger, France, en Europe, oui. Et dans nos pays d'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer en disant on ne veut plus d'ambassade américaine chez nous? Je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit, mais dans certains pays, ils manifestent ce droit. Par exemple, au Soudan, mais c'est toujours manipulé par le pouvoir, parce qu'au Soudan, quand le président soudanais avait des problèmes avec les Américains, il y avait tous les jours une manif pour demander de fermer l'ambassade du Soudan. Mais c'est un problème de maturité sociale et de maturité politique, malheureusement. Bon, alors donc nous ne sommes pas matures. Alors. Ici, on n'a pas encore atteint la lettre M.
Voilà, merci. Alors moi, je peux vous dire une chose. Oui, c'est monsieur. que la Palestine sera israélienne jusqu'au jour où on sera mature. Oui, Voilà. tout à fait. Non, mais Donc, tout à fait. les carottes sont déjà cuites, ça y est, Non, là, c'est fini. les carottes dans l'histoire de l'humanité ne sont jamais cuites. Vous savez que vous ayez les jeunes aujourd'hui qui ont moins de 20 ans, qui aient conscience de la question palestinienne beaucoup plus que ceux qui ont 60 ans, il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité. Non pas les psychologues, mais les chercheurs israéliens aujourd'hui font des travaux pour comprendre comment, alors que leur mission c'était de casser le moral, de faire effacer la mémoire des Palestiniens, comment ça se fait que cette génération est encore plus aguerrie que les anciennes générations, parce qu'en 48, s'ils avaient des jeunes comme aujourd'hui, personne n'aurait quitté le territoire. Merci Méziane. Il faut qu'on enchaîne. Libertad 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Tarek Mami aussi. Bonsoir, il y a madame. une chanson, Tarek Mami est en train de dire, comme il y a une chanson qui se répète régulièrement, surtout en Algérie. Moi, à l'occasion de lancement du mondial là, pour bientôt, je suggère, Yarit, il y aura, ça veut dire ce passage de cette chanson qu'on a répété souvent en Algérie dans les stades. Palestine, 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 Chouhada, Palestine, Chouhada, Palestine, 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 en répétition pour faire vibrer les stades russes, sachant que la Russie, c'était une des pays qui a voté pour la création de l'État palestinien, israélien. Oui, en Et 48. sachant qu'il reste toujours une création. Ça veut dire les vieux Palestiniens, s'ils meurent, nos têtes, grands ou petits, on n'oublie pas qu'il y a eu bel et bien une création. Il y avait deux pays aussi en route qui n'étaient pas choisis. Une en Afrique, une autre, je pense, en Amérique latine. Alors, il y avait la Palestine qui a été choisie. Et ça reste, ça veut dire sous l'œil silencieux de ces pays de Golfe qui disent rien, de chez rien, en allant même faire le catch. Alors catch, quand on parle du catch, on voit bien aujourd'hui le catchman qui est M. Trump, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais ça reste toujours sa décision. Sous son règne, un jour, quand il disparaît comme le monde entier, ça veut dire les présidents de ce monde, ça veut dire ça reste ce qu'on appelle... il a fait parler les pays, les grands pays de ce monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de frontières, tout simplement qu'il y a un pays qui règne sur un autre, qui écrase un autre. C'est l'Empire. Tout simplement. Merci Jamila pour votre appel. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Ouais, c'est Momo Champigny-sur-Marne. Bonsoir Momo, Champigny-sur-Marne. Oui, Qu'est-ce qui se passe? excusez-moi de déranger, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, et il a dit pour Israël que soi-disant on manifestait pas et tout ça. Nous, on était toujours sur le terrain, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont signé un accord de ne jamais être d'accord. Quand vous voyez le petit prince, il est venu avec les tapis, c'était tout préparé pour ce jour-là. Et l'ambassade, si elle est transférée à Jérusalem, ça veut dire on a du chef d'État arabe corrompu qui doit l'argent aux États-Unis. Ça veut dire Kadhafi, dans le temps, il les appelle Antum insan bil aqwal ou laysa bil af'al. Vous êtes avec des paroles et sans verbe. Et j'espère le monsieur qui avait à Sans côté de action, vous là, oui. en 67, comme il m'a dit le coup de Bourguiba, j'avais 8 ans. Il avait raison. Par contre, depuis la révolution, on peut s'exprimer. Oui. Tu peux aller maintenant à Tunis, tu vois plus de drapeaux palestiniens, plus que de drapeaux vrai. tunisiens, mais c'est dommage, on n'est pas à leur frontière. Nous, on peut rien faire. Chaque année, j'aille à la fête du Luma, quand je vois le peuple qui tient à la Palestine, des blagues, des beurres, des Français, des Belges, je dis ça y est, demain, ils vont avoir leur pays, on est tranquille, mais toujours, regarde, des 40 personnes qui sont mortes aujourd'hui, Ouais. ils vont le faire comme affaire classée, comme Greenpeace. C'est malheureux, j'ai la haine, j'arrête Faut là, pas- voilà. Non, pas de faut haine, pas de haine, pas- ça sert à J'ai rien. la- Faut j'ai la pas- haine de faut ça, pas- parce que- faut pas avoir la haine. Pourquoi blond Non, faut pour pas quelqu'un? faut pas avoir Pourquoi la toujours blanc pour quelqu'un et Faut- rouge pour l'autre? faut pas avoir de la haine, faut voir de la conviction pour expliquer les autres ce que vous ressentiez sans haine. Merci. Merci Momo de Champigny. Ainsi d'ailleurs se referme ce grand forum cher Tarek pour aujourd'hui. Un grand forum qui évidemment et c'est bien normal a été quelque peu bousculé au vu de ce qui était prévu au programme, mais l'actualité nous a rattrapé.
comme souvent d'ailleurs, en Palestine aujourd'hui. Et on y reviendra demain. Espérons que demain, une seule chose, qu'il y ait moins de morts qu'aujourd'hui, parce qu'il y aura des morts. Espérons qu'il y ait moins de morts demain qu'aujourd'hui. Absolument. Merci Tarek, bonne soirée. Et bon Ramadan, cher Tarek, puisqu'on se retrouvera pendant ce mois sacré béni du Ramadan qui commencera demain. On le saura demain soir. Absolument. C'est la nuit de l'annonce. Le CFCM qui se réunit, qui vont décider comment, pourquoi. On a répondu à ces questions aujourd'hui. Bon Ramadan, quoi qu'il en soit, tout le monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.